On a vraiment eu une conférence de qualité et on est rentré dans la vie de Maria Casares et ce qui l'a formée, quoi, avec évidemment en plein milieu la guerre d'Espagne, la guerre sociale en Espagne et l'exil. Donc c'est une bonne introduction pour passer à Albert Camus. Donc Aimé Marseillan va vous parler d'Albert Camus, de son attachement à l'Espagne libertaire. Et bon, je vais vous présenter très succinctement Aimé Marseillan. Une grande partie d'entre vous ici le connaissent. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, vous connaissez l'histoire d'Achille, le grec Achille qui a été trempé dans l'eau du Styx et qui est devenu invincible. Voilà. Ou alors, plus rigolo, plus près de nous, l'histoire d'Obélix, qui est tombé dans la potion. Et bien, Aimé, c'est un peu ça. Voilà. Il est né et il est tombé dans cette histoire dès l'enfance. Et il s'est nourri de cette histoire. Et donc, il va nous régaler avec la vie d'Albert Camus et son attachement à l'Espagne libertaire. À toi. Bonsoir donc. Le 25 juillet 1955, Albert Camus, alors qu'il effectue un séjour dans les Alpes, à Montroc-le-Planay, avec ses enfants, écrit 2 lettres. L'une à Maria Casares, l'autre à un certain Jean L. Andreu. Cette dernière a été oblitérée par les services postaux d'Argentière le 26 juillet à 19h30. Même s'il nous faudra revenir sur cette deuxième lettre, ce luxe de détails pourrait laisser croire que je suis un spécialiste de Camus. Il n'en est rien. Ce qui me vaut d'être devant vous ce soir, c'est d'avoir coordonné la mise en forme du numéro 13 des cahiers du CTDE, du Centre toulousain de documentation sur l'exil espagnol, consacré à Camus et à l'Espagne. L'idée de départ était simple. Collecter ce qu'Albert Camus a pu écrire ou dire à propos de l'Espagne, articles, textes d'allocution ou de discours, dans la perspective chronologique de son engagement qu'il fallait aussi contextualiser. Pour cette tâche, nous nous sommes appuyés sur quelques-uns des nombreux ouvrages qui ont été consacrés à Albert Camus. D'autres ont été écartés, tant l'empressement égotique de leurs auteurs nous a semblé suspect. Déjà en 2012, Floréal Melgar écrivait « J'ai lu le livre d'Onfray sur Camus, je n'ignore plus rien de Michel Onfray ». Aux antipodes, il existe de par le monde des amis discrets d'Albert Camus, qui le font vivre parmi nous, aujourd'hui encore, à hauteur d'homme. Il en est un qui, depuis Montréal au Canada, alimente un blog qu'avec son accord nous avons beaucoup utilisé. Il s'appelle Daniel Bédard et son blog s'intitule sobrement « Camus au jour le jour ». Je vais maintenant partager avec vous une partie de nos déambulations dans l'œuvre de Camus. Camus est lié à l'Espagne, d'abord, comme il aimait à le dire, par le sang. Sa famille maternelle est originaire de Mahón et Sant Lluís, sur l'île de Minorque, aux Baléares. Migrants pauvres, les Cardona et les Sintés sont en Algérie depuis le milieu du XIXe siècle, si bien que ce n'est sans doute pas par eux qu'est venu au jeune Albert, qui est né en 1913, son goût pour la culture espagnole. D'ailleurs, il le dit lui-même, sa connaissance de la langue de Cervantes restera pour le moins hésitante. Rappelons que son père a été mobilisé pour la guerre de 14 et qu'il y est mort tout de suite, et que sa mère était sourde et analphabète. Les liens de Camus avec l'Espagne, s'ils ont une dimension sensible, résultent aussi d'une construction intellectuelle et politique. On peut distinguer 4 phases dans l'approche de l'Espagne par Albert Camus. Celle de ses années d'apprentissage, celle du journalisme à combat, celle du militant de la liberté, celle de l'homme solitaire et solidaire
pour reprendre les mots de sa fille Catherine. Les années d'apprentissage de Camus sont l'émergence à la vie intellectuelle et à la création artistique d'un orphelin pauvre que la sollicitude d'un instituteur généreux a guidé vers des perspectives insoupçonnées. De ces années d'études, tronquées par la tuberculose pulmonaire, lui aussi, c'est une maladie de pauvre, on retiendra quelques camarades au destin singulier. Il y a sans doute dans cette salle des personnes ayant connu Myriam Salama et Yves de Chezelle, défenseurs infatigables de toutes les causes émancipatrices. Le cabinet de l'avocat Yves de Chezelle, au pied de la Tour Eiffel, fut pendant des décennies le passage obligé de nombre de réfugiés, espagnols surtout, mais aussi argentins, mais aussi de messaliages et de militants algériens ayant maille à partir avec la justice française. À Alger, Myriam Salama et Yves de Chezelle faisaient partie du cercle d'étudiants dans lequel se mouvait Albert Camus. Tout comme André Bellamiche, qui deviendra, des années plus tard, le traducteur de Federico García Lorca. Il est des tropismes révélateurs. D'ailleurs, la première œuvre à laquelle participe Camus est la création collective Révolte dans les Asturies, une forme de théâtre d'intervention en but aux tracasseries administratives de la mairie d'Alger. Le propos fait référence au soulèvement ouvrier d'octobre 1934 et à l'impitoyable répression qui s'ensuivit. Depuis 1931, l'Espagne était une république qui avait été proclamée il y a tout juste 91 ans, le 14 avril. On pourrait voir là une étrange contradiction. Quoi donc ? Albert Camus, infatigable défenseur de la République espagnole, ferait l'éloge d'une insurrection contre cette même République ? Mais c'est qu'à force de simplifier, à force de mythifier, on laisse s'échapper la complexité du réel. Et le réel des années 30, c'est que les fascismes accèdent au pouvoir en Allemagne, en Autriche, par la voie démocratique. Alors, quand en Espagne, un admirateur du chancelier Dollfuss entre au gouvernement, la révolte devient légitime. Et les militaires qui bombardent Oviedo peuvent faire suivre leur menaçante proclamation d'un « Viva la Repubblica » bien senti. Décidément, à l'époque déjà, la République ne protégeait de rien. À l'automne 1938, journaliste débutant à Alger républicain, Camus s'empoigne déjà avec certains de ses confrères que la prévisible défaite des troupes de la République espagnole semble désinhibée. Une certaine presse française entame, avec les brigadistes de retour d'Espagne, le naufrage qui l'amènera en nombre à la plus abjecte des collaborations. Dans les premiers mois de 1939, Camus rend également compte d'un recueil d'articles et de discours de la Passionaria intitulé « Pour la victoire ». On sait qu'il a fait un court passage par le Parti communiste. Un autre ouvrage fait l'objet d'une note de lecture de Camus. Sous le titre « Quinta Puñeta », avec un GN, Jean Lavergne livre une forme de reportage sur la situation militaire à Valence. C'est peu de dire que le tableau qu'il brosse des armées de la République et de ses officiers est peu reluisant. Un document curieux sur la fin de la guerre d'Espagne, dit Camus. Au cœur de l'article, une considération qui lui servira de guide dans les tâches journalistiques dont il ne sait pas encore qu'elles rempliront une bonne partie de son existence. Pour être vraiment objectif, il faut commencer par croire à quelque chose. On a quelques raisons et quelques mérites ensuite d'admettre cela même qui contrarie notre croyance. Mais les années de formation de Camus en Algérie s'achèvent. Après sa série d'articles « Misère de la Kabylie », après des chroniques judiciaires qui incommodent les autorités, après la saisie du Soir républicain qui a pris la suite de Alger républicain, Albert Camus quitte Alger pour Paris.
Il est désormais journaliste à Paris Soir, qui va rapidement s'expatrier à Clermont-Ferrand, exode et guerre oblige. Dans son ouvrage, Albert Camus écrit libertaire, Lou Marin dit que c'est Rirette Maître-Jean, correctrice au journal, qui met Camus en relation avec les milieux anarchistes. Rirette a été la compagne de Victor Kibalchich, plus connu sous son pseudonyme de Victor Serge. Elle a été inquiétée lors de l'affaire Bonneau, puis a été typographe avant de devenir correctrice. Avec la guerre, la réalité bascule. Entre l'écriture et les séjours en altitude pour soigner ses poumons, Albert Camus s'engage dans la résistance, dans le réseau Combat. On lui connaît une fausse carte d'identité, délivrée le 20 mai 1943 à Épinay-sur-Orge, au nom d'Albert Maté, né à Choisy-le-Roi. De ces années de guerre et de résistance, il reste une petite note en rapport avec l'Espagne, inscrite dans son cahier 3. Le petit soldat espagnol au restaurant. Pas un mot de français et ce désir de chaleur humaine quand il s'adresse à moi. Paysan d'Estrémadure, combattant républicain, camp de concentration d'Argelès, engagé dans l'armée française. Quand il prononce le nom de l'Espagne, il a tout son ciel dans les yeux. Il a 8 jours de permission. Il est venu à Paris, qu'il l'a broyé en quelques heures. Sans un mot de français, s'égarant dans le métro, étranger à tout ce qui n'est pas sa terre, sa joie sera de retrouver ses amis du régiment. Et même s'il doit crever sous un ciel bas et des boues grasses, ce sera du moins côte à côte avec des hommes de son pays. En quelques mots, c'est tout l'itinéraire d'un grand nombre des réfugiés qui ont franchi la frontière en février 1939. Le 6 juin 1944, Maria Casares débarque dans la vie d'Albert Camus, comme Albert Camus débarque dans la sienne. À la libération de Paris, à laquelle des antifascistes espagnols comme Manuel Lozano et bien d'autres ont pris une part, c'est un Albert Camus de la maturité qui apparaît en pleine lumière. Désormais écrivain reconnu, il est surtout l'éditorialiste de combat qui affiche une devise exigeante de la résistance à la révolution. De fin août au 26 décembre 1944, ce ne sont pas moins de 7 éditoriaux que Camus va consacrer à l'Espagne dans Combat. Quel thème spécifique aborde-t-il ? Le premier, en date du 7 septembre 1944, juste 15 jours après la libération de Paris, porte un titre sans ambiguïté, « Nos frères d'Espagne ». Le texte commence ainsi. Cette guerre européenne qui commença en Espagne il y a 8 ans ne pourra se terminer sans l'Espagne. Et Camus conclut, si l'honneur, la fidélité, si le malheur et la noblesse d'un grand peuple sont les raisons de notre lutte, reconnaissant qu'elle dépasse nos frontières et qu'elle ne sera jamais victorieuse chez nous tant qu'elle sera écrasée dans la douloureuse Espagne. Le ton est donné, dont Camus ne se départira plus. Contre tous les réalismes politiques, il a fait le choix de la morale. C'est ainsi que le 5 octobre, il dénonce la politique des toutes nouvelles autorités administratives de la libération qui concentrent des réfugiés, pas seulement espagnols d'ailleurs, à la caserne Kellermann avec des motivations qui rappellent étrangement celles de Vichy. L'édito se conclut par une interpellation. Il faut choisir. Car en même temps qu'on enferme et qu'on expédie en province d'authentiques antifascistes, le gouvernement provisoire de la République française reçoit l'ambassade de Franco en la personne de José Antonio de Sangroni. En octobre, Combat met en une l'opération Reconquista d'Espagne, lancée dans le Val d'Aran par des groupes d'Espagnols issus de la résistance.
Combat rend compte des opérations avec sympathie, mais sans outrance. Dans le droit fil de ce qu'il écrivait en 1939 dans Alger républicain, il les valide par ce que dit l'adversaire. Mais le plus insolite, c'est que Combat a été censuré et que la censure porte sur un commentaire politique. Le 24 octobre, Camus s'insurge. En l'espèce, le problème politique est fort clair. C'est Franco qu'il faut réduire au silence et pas la presse française. Décidément, la France libérée semble bien mal partie. Le 21 novembre, nouvelle éditoriale consacrée à l'Espagne. Cette fois, Camus entre dans l'intimité politique des républicains espagnols en exil. On le sait, la vie de la République en guerre contre le fascisme n'a pas été un long fleuve tranquille. À la Libération, les vieilles fractures sont toujours là. Camus fait un état des lieux. L'organisme le plus remuant est sans doute l'Unión Nacional Española, dit Camus. Mais il ajoute aussitôt « De larges fractions de l'opinion républicaine, les mouvements de la gauche démocratique et surtout les groupements syndicaux, CNT et UGT, lui dénient le droit de parler au nom de tous. Leur plus grand grief, ajoute-t-il, est la présence dans l'Union nationale, bien qu'elle soit soutenue par les communistes, de personnalités d'anciens régimes comme M. Gil Robles, qui a quelque chose à voir avec la répression des Asturies en 1934. Et à ce stade, Camus voit en Indalecio Prieto, Juan Negrín et Diego Martínez Barrio les personnalités susceptibles de fédérer le camp républicain. Diego Martínez Barrio sera jusqu'à sa mort en 1962 le président de l'improbable République espagnole en exil. La publication du recueil L'Espagne libre, fin 1945, début 1946, clôt une période au cours de laquelle Camus n'est pas parvenu à mettre la scandaleuse présence de Franco à l'ordre du jour de la France retrouvée. L'ouvrage marque la fin d'un cycle. Après l'épigraphe de Juan Negrín, Camus donne une préface dont je vais lire quelques extraits. Voici 9 ans que les hommes de ma génération ont l'Espagne sur le cœur. 9 ans qu'ils la portent avec eux comme une mauvaise blessure. C'est par elle qu'ils ont connu pour la première fois le goût de la défaite, qu'ils ont découvert avec une surprise dont ils sont à peine revenus, qu'on pouvait avoir raison et être vaincu, que la force pouvait se soumettre l'esprit et qu'il était des cas où le courage n'avait pas sa récompense. Dans ce monde sans mémoire, il est bon sans doute que quelques-uns s'en tiennent à la fidélité. Ils aideront peut-être un jour à faire pardonner ce que, dans la rage de leur cœur, ils n'ont pu empêcher. Dans la suite de sa préface, Camus évoque aussi Antonio Machado, le poète mort à Collioure, et Lluís Companys, qui a été livré à l'Espagne de Franco pour y être fusillé. Des auteurs qui participent à l'Espagne libre, on retiendra, outre Georges Bataille, qui dirige l'édition, le grand résistant Jean Cassou, lui aussi compagnon des mauvais jours, jusqu'au bout des réfugiés espagnols. Dans son article intitulé « L'Espagne, lieu de notre tragédie », il écrit « C'est sur le front de Madrid que notre ennemi, l'ennemi, a commencé de viser et d'atteindre la France. Et c'est à l'occasion de l'Espagne qu'ont éclaté nos plus violents déchirements civils. La campagne de démoralisation et de corruption des nazis français s'est déchaînée à propos de l'Espagne et nous avons eu alors la révélation de ce gang hideux de ministres, d'hommes de main et de femmes du monde, d'écrivains, de macros, de financiers, d'industriels qui devaient prendre en main les destinées de notre pays et y établir l'ordre. C'est à Madrid que Pétain est allé auprès de son maître Franco prendre des leçons d'imposture et de trahison. Mais l'étape des grands éditoriaux de combat s'est achevée. C'est le début de la guerre froide
qui est aussi une guerre idéologique. Dans un temps où chacun est sommé de choisir son camp, Camus va choisir sa propre liberté. Ses interventions seront alors autant de coups de boutoir, et le gentil Camus rendra coup pour coup à ses contradicteurs. Après la Libération, les grands mouvements politiques et syndicaux de l'Espagne et de la République se sont reconstitués en exil autour de 4 pôles. Les libertaires de la Confédération nationale du travail, les socialistes de l'Union générale des travailleurs et du Parti socialiste ouvrier espagnol, les communistes du Parti communiste d'Espagne et du Parti socialiste unifié de Catalogne, les républicains proprement dits. Socialistes et communistes disposent de puissants relais dans le spectre politique français. Pas les libertaires, auxquels il faudrait adjoindre les marxistes non staliniens du Parti ouvrier d'unification marxiste, pas plus que les républicains. C'est à ces groupements orphelins que Camus et Cassou vont s'attacher. Albert Camus noua notamment des relations privilégiées avec 2 libertaires espagnols. L'un, Fernando Gómez Peláez, fut durant une longue période directeur de Solidaridad Obrera, l'hebdomadaire parisien de la CNT, qui tirait alors à quelques 20 000 exemplaires. L'autre, José Ester Borràs, était l'animateur de la Fédération espagnole des déportés et internés politiques. Parmi les républicains, Camus a des liens plus ou moins étroits avec les derniers des Mohicans, Fernando Valera, Antonio Remis, José Maldonado, Sergio Andión et Santiago Casares Quiroga. En 1947-48, un énorme scandale secoue l'exil républicain. On vient de découvrir que Staline maintient au goulag à Karaganda des marins et des aviateurs de la République que la fin de la guerre d'Espagne a surpris en URSS. La campagne de sensibilisation culmine le 11 juillet 1948 par un meeting à la Mutualité. Dans l'Humanité, on crie au complot, sous un titre tout en nuances. Trotskiste et bloumiste au service de Franco. C'est le titre. Parallèlement, Albert Camus, qui mène une violente polémique avec Emmanuel Dastier de la Vigerie dans les revues Caliban et La Gauche, écrit « Par esprit de réciprocité, vous demanderez en même temps la libération inconditionnelle de ces républicains espagnols encore internés en Russie soviétique et dont votre camarade Courtade a cru pouvoir se faire l'insulteur, oublieux de ce que demeurent ces hommes pour nous tous et ignorant sans doute qu'il n'est pas digne de lasser leurs souliers. » Il cogne, le gentil Camus. Car après cette passe d'armes avec la gauche stalinienne, il se tourne dès le mois suivant contre la droite chrétienne en la personne de Gabriel Marcel, qui lui a reproché, à propos de l'état de siège, d'avoir esquivé le stalinisme en situant l'action à Cadiz. Sous la pression de Jean-Louis Barrault, laisse-t-il entendre. La réplique de Camus se passe de commentaires. En voici quelques extraits. Le malheur est que la pièce se passe en Espagne parce que j'ai choisi, et que j'ai choisi seul, après réflexion, qu'elle s'y passa en effet. Je dois donc prendre sur moi vos accusations d'opportunisme et de malhonnêteté. Ceci étant clairement dit, pourquoi l'Espagne ? Vous l'avouerai-je, j'ai un peu honte de poser la question à votre place. Pourquoi Guernica, Gabriel Marcel ? Pourquoi ce rendez-vous où, pour la première fois, à la face d'un monde encore endormi dans son confort et dans sa misérable morale, Hitler, Mussolini et Franco ont démontré à des enfants ce qu'était la technique totalitaire. Et Camus conclut. Oui, vraiment, pourquoi l'Espagne ? Parce qu'avec beaucoup d'autres, vous avez perdu la mémoire. Le 31 janvier 1949, Albert Camus a été fait commandeur dans l'ordre de la libération de l'Espagne. C'est Fernando Valera qui a prononcé le discours de réception. Camus,
qui accepte cette médaille en chocolat, avait auparavant refusé toute forme de distinction officielle et même la Légion d'honneur. Savait-il même que Franco l'avait reçu des mains du général Maginot pour ses exploits coloniaux au Maroc? C'est durant cette même période que Camus participe au groupe de liaison internationale. Là, il est amené à intervenir en faveur de Melchor Rodríguez García, un militant anarchiste surtout connu pour avoir mis un terme aux sacas, des exécutions sommaires comme celle de Paracuellos près de Madrid, dans le camp de la République pendant la guerre. Plus tard, Albert Camus, qui comprend que l'on puisse tuer, mais qui n'admet pas que l'on fasse tuer, fera connaître par la revue Témoin la lettre qu'envoya Simone Weil, la philosophe, à l'auteur des Grands cimetières sous la lune, Georges Bernanos, à propos des atrocités qu'elle avait vues durant son court passage parmi les milices libertaires en Catalogne. Mais il est bon que la violence révolutionnaire, inévitable, se sépare parfois de la hideuse bonne conscience où elle est désormais installée, dira Albert Camus. C'est maintenant dans des discours que Camus développe l'essentiel de sa pensée en faveur de l'Espagne antifranquiste. Ainsi, le 12 avril 1951, les Amis de la République espagnole organisent-ils un meeting salle Saunier à Paris. Camus y déploie une mise en parallèle de la culture espagnole telle qu'il l'entend, avec l'ersatz rance qu'en propose le régime franquiste, symbolisé par Jacinto Benavente, qui avait également eu le prix Nobel. Le 19 juillet de cette même année 1951, Camus donne une conférence dans les locaux de la Ligue française de l'enseignement rue Récamier, sous le titre « 19 juillet ». Il dit notamment « Alors, le 19 juillet 1936 sera aussi l'une des dates de la deuxième révolution du siècle, celle qui prend sa source dans la Commune de Paris, qui chemine toujours sous les apparences de la défaite, mais qui n'a pas encore fini de secouer le monde, et qui, pour finir, portera l'homme plus loin que n'a pu le faire la Révolution de 17. Nourrie par l'Espagne, et en général par le génie libertaire, elle nous rendra un jour une Espagne et une Europe, et avec elle, de nouvelles tâches et des combats enfin à ciel ouvert. Ceci, du moins, fait notre espoir et nos raisons de lutter. Peut-être au cours du débat qui va suivre, pourrons-nous revenir sur la signification profonde de cette date, 19 juillet. Dans l'Espagne de Franco, la lutte inégale des antifascistes contre les forces répressives continue. Si les guérillas dans la montagne sont en train de s'éteindre, des actions armées se poursuivent dans les villes et d'importants mouvements sociaux se sont produits. De grandes grèves au Pays Basque, grève quasi insurrectionnelle des tramways à Barcelone. Alors, pour protester contre 11 condamnations à mort qui frappent des militants de la CNT, un meeting est organisé Salvagram le 22 février 1952. En présence de Jean-Paul Sartre et André Breton, ainsi que de ses vrais amis Louis Guillou et René Char, Albert Camus déclare « Un quotidien parisien annonce aujourd'hui à ses lecteurs alléchés une étude sur les grandes directives de la politique franquiste. Ce soir, nous sommes par malheur obligés de nous border à l'examen d'une seule des directions où cette politique s'est engagée, et cette direction est indiquée par la mire des fusils d'exécution. Cette direction a pour elle, au moins, d'avoir été constante et obstinée. Voici près de 15 ans, en effet, que le franquisme vise le même but, le visage et la poitrine des Espagnols libres. » À peine 4 mois après ce meeting dramatique, l'UNESCO annonce que l'admission de l'Espagne va être mise à l'ordre du jour. Aussitôt, Camus rompt toute relation avec l'institution et se retire de tous les projets en cours. Dans le grand meeting de protestation organisé le 30 novembre, Camus déclare « Quand on sait qu'à Madrid, le ministre actuel de l'Information, collaborateur désormais direct de l'UNESCO, est celui-là même qui fit la propagande des nazis pendant le règne de Hitler. Quand on sait que le gouvernement qui vient de décorer le poète chrétien Paul Claudel
et celui-là même qui décora de l'ordre des Flèches Rouges Himmler, organisateur des crématoires, on est fondé à dire, en effet, que ce n'est pas Calderón ni Lope de Vega que les démocraties viennent d'accueillir dans leur société d'éducateurs, mais Joseph Goebbels. Il ne reste plus à l'Espagne de Franco que d'accéder à l'ONU. Ce sera fait le 14 décembre 1955, au terme d'un vote qui donne le résultat suivant. Pour, 53 voix. Contre, 0 voix. Abstention, 2. Le Mexique et la Belgique. Camus exprimera son dégoût dans l'Express avec un article au titre célèbre « Démocrate, couchez-vous ». Désormais, Camus va défendre sa conception de la culture et de la culture espagnole dans une série d'interventions. Ainsi, le 20 octobre 1955, à la Sorbonne, la célébration du 250e anniversaire de Don Quichotte, il déclare « Certes, tous les Espagnols peuvent se réclamer de Cervantes, mais aucune tyrannie n'a jamais pu se réclamer du génie. La tyrannie mutile et simplifie ce que le génie réunit dans la complexité. En matière de paradoxe, elle préfère Bouvard et Pécuchet à Don Quichotte, qui depuis 3 siècles n'a pas cessé lui aussi d'être exilé parmi nous. Mais cet exilé, à lui seul, est une patrie que nous revendiquons pour nôtre. Nous célébrons donc ce matin 350 années d'inactualité. De même, le 30 octobre 1956, à la Sorbonne, un hommage à Salvador de Madariaga, le grand intellectuel espagnol en exil, sous le titre « Le Parti de la Liberté ». Camus cite Nietzsche. « Tu choisiras l'exil pour dire la vérité ». À cette même date, les chars soviétiques sont dans Budapest. Ce que fut l'Espagne pour nous il y a 20 ans, la Hongrie le sera aujourd'hui, dira Albert Camus à la Salle Wagram un peu plus tard. Entre-temps, Albert Camus a participé le 10 mai 1953 à un meeting syndical à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, salle Sacco et Vanzetti, avec la participation de la CNT et de l'UGT espagnole. Son intervention est intitulée « Le pain de la liberté ». Le militant de la CNT-AIT et combattant de la Révolution espagnole Bernardo Pou, ce sont les termes utilisés sur le tract, doit prendre la parole aux côtés d'Albert Camus. En écho à l'Espagne libre de 1946, la revue Témoin, davantage d'inspiration libertaire que proprement anarchiste, sort un numéro spécial à l'été 1956, « Fidélité à l'Espagne ». C'est encore Camus qui le préface. 20 ans après la guerre d'Espagne, des hommes ont voulu se réunir pour dire leur fidélité à la République vaincue. Le temps ni l'oubli, qui sont les grands auxiliaires des réactionnaires de droite ou de gauche, n'ont rien pu contre cette image intacte, en nous, de l'Espagne libre et enchaînée. En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Après ses fastes et ses faux-semblants, il revient parmi les siens au cercle des amitiés méditerranéennes. Il prononce un discours intitulé « Ce que je dois à l'Espagne ». En voici un petit passage. Vous me permettrez, j'en suis sûr, de symboliser cette amitié pour un soir dans l'Espagne de l'exil. Amis espagnols, nous sommes en partie du même sang et j'ai envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. Mais j'ai envers vous, dont le malheur ni la misère pourtant n'ont pas cessé, une autre dette que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez pas connaître. Dans la vie d'un écrivain de combat, il faut des sources chaleureuses pour venir lutter contre l'assombrissement dont j'ai parlé et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte. Vous êtes pour moi une de ces sources et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active, généreuse. L'Espagne de l'exil
m'a souvent montré une gratitude disproportionnée. Les exilés espagnols se sont battus pendant des années et puis ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil. Moi, j'ai seulement écrit qu'ils avaient raison. Albert Camus donnera encore une petite note pour la commémoration de l'assassinat en 1909 à Barcelone du pédagogue libertaire Francisco Ferrer Guardia, le créateur de la Escuela Moderna. C'était le 9 octobre 1959 à la Mutualité. Francisco Ferrer, dit la note, pensait que nul n'est méchant volontairement et que tout le mal qui est dans le monde vient de l'ignorance. C'est pourquoi les ignorants l'ont assassiné et l'ignorance criminelle se perpétue encore aujourd'hui à travers de nouvelles et inlassables inquisitions. En face d'elle, pourtant, quelques victimes, dont Ferrer, seront toujours vivantes. Et c'est signé Albert Camus. Le 4 janvier 1960, Albert Camus est mort dans un stupide accident de voiture, on le sait. Mais l'histoire ne saurait s'arrêter sur cette note funèbre. Je disais en commençant que le 25 juillet 1955, Camus avait écrit 2 lettres. La seconde vient de nous parvenir, 67 ans après. Je vous raconte. Les libertaires espagnols ont toujours eu le goût de la culture et des livres, sans doute en partie grâce à l'héritage de Francisco Ferrer. Réfugiés en France, ils ont poussé leurs enfants à profiter de l'école républicaine, si éloignée, malgré ses limites, du modèle clérical espagnol. Alors, en 1954, un fils d'anarcho-syndicaliste espagnol vivant à Castres, Jean Liberto Andreu, c'est le L qui n'apparaissait nulle part, accède à la classe d'Hippocagne du lycée Gambetta de Toulouse, qui ne s'appelle pas encore Fermat. Harcelé par un professeur de philosophie intégriste qui prétend que sans Dieu, rien n'est possible, il prend la liberté d'écrire à Camus, par l'intermédiaire des éditions Gallimard, dont son père lit les articles et les interventions dans la presse de la CNT au début de l'année 1955, lui semble-t-il. Il faut dire que le prof de philo intégriste a même convoqué Jean Liberto avec un autre élève pour les mettre en garde contre les dérives de la pensée. Cet autre élève n'est autre que le philosophe Alain Badiou. En tout cas, pas de réponse. Jusqu'à ce qu'à la fin du mois de juillet, son père remette à Jean Liberto, avec une légitime fierté, dit-il, la réponse d'Albert Camus. Aujourd'hui, Jean Liberto Andreu est membre du CTDE et il nous a transmis cette lettre de Camus restée inédite. Elle est longue et argumentée. C'est de la philosophie. Retenons 2 passages. La position intermédiaire dont vous me parlez existe donc. Elle consiste à ne rien nier que les valeurs de négation, à affirmer que les valeurs de conduite existent, mais qu'il faut les incarner tous les jours pour qu'elles gardent une vérité, à croire que la vie a un sens, mais qu'il dépend de notre action particulière, que ce sens survive et s'épanouisse, à se réjouir enfin qu'entre le cynisme nihiliste et l'extase inaccessible pour tant d'hommes, il y ait encore une place pour une action fière. Je ne crois pas, continue Camus, que l'homme soit seulement l'homme. Il est aussi les hommes et la nature dont il participe. Il est aussi ce principe de dépassement perpétuel qui fait de la vie une aventure souvent basse et parfois admirable. Et juste avant sa signature en pâte de mouche, Albert Camus a écrit « Je vous serre la main ».